Fourbu, brisé, il peinait maintenant à aligner un pied devant l'autre. Sentait son corps tressaillir de douleur à chaque instant, comme sous la torture. L'ascension vers le col de Roncevaux n'en finissait pas. Une trentaine de kilomètres seulement séparaient le hameau de Roncevaux de Saint-Jean-Pied-de-Port, mais les premiers lacets franchis par vent de face avaient déjà été éprouvants. Heureusement, depuis les premières lueurs du jour, flirtant avec un reste de brume, le ciel s'était fait limpide, basculant parfois dans des bleus intenses, et depuis la ferme de Honteau, il avait pu embrasser un paysage sublime où se mêlait subtilement le vert, le roux, et coiffant à la hauteur, le blanc de la neige qui, chaque jour, gagnait du terrain. Couvert comme un équipier d'Amundsen paré pour l'Antarctique, il n'avait certes pas froid, mais ses vieilles douleurs, lorsqu'elles se réveillaient, se livraient à un visage méthodique de ses membres, l'un après l'autre, le forçant à puiser dans ses ultimes réserves. La forte dénivellation qui menait au refuge d'Orisson avait de quoi flinguer les jambes, et à chaque instant il se félicitait de ne pas avoir à la gravir sous un concert de pluie. Plus haut encore, la fameuse Vierge de Biacory l'attendait, arrimée à sa chasse de rocailles, son enfant dans les bras. Chaque jour, en été, des pèlerins y venaient par dizaines, mais là, il était seul. Plus un pouce de son corps n'échappait à la douleur, mais il avait voulu la voir de près, drapée de blanc et de bleu, portant humblement sa couronne, comme perdue dans un océan de pierre. La pause fut salutaire, mais il fallait repartir. Alors bien sûr, il pensa à Iseux, dont la simple image ravalait ses mots aux proportions d'un bobo d'enfant. Il songeait aussi à cet ami fidèle, écrivain comme lui, dont la passion était la marche en solitaire. Christophe crapahutait avec hargne, déplaçait les montagnes, défiait encore les GR les plus assassins et avait, dans la même foulée, franchi la longue échine des Pyrénées dans le sens est-ouest de la Méditerranée jusqu'à l'océan. Il avait même, disait-on, arpenté des raies improbables, des jungles particulièrement hostiles et des chaos de pierre. Cette simple évocation l'impressionnait et raccommodait les lambeaux de son moral lorsqu'il était en berne. Sans s'adoucir vraiment, la pente ne raidissait plus, ou peut-être était-ce l'accoutumance, le rythme qu'il avait retrouvé après quelques jours à l'arrêt. Au sommet du col de Bentart, le chemin basculait vers l'Espagne et Tristan éprouva un éblouissement total lorsqu'il vit au loin s'ébrouer quelques potocs, ces petits chevaux basques, vivant en semi-liberté sur ces vastes pâtures. Il croisa aussi une stèle de granit annonçant son entrée en Navarre, comme elle l'annonçait. Santiago de Compostela n'était plus qu'à 765 kilomètres.